Bienvenue à la bergerie. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus beaucoup de laine sur les moutons, sur toutes les mamans là, puisqu'on les a tondus hier. Aujourd'hui on est le 31 décembre, dernier jour de l'année. Et en cette occasion, je vais vous partager une histoire lue à la bergerie. Et cette histoire s'appelle Naya, ou la messagère de la nuit. Quand Naya quitte le village pour aller en haut de la montagne, toujours, elle s'y rend à grandes enjambées. Elle est là. Elle s'y rend si vite qu'aucun garçon du village ne peut la rattraper. Elle s'y rend si vite que la poussière des chemins n'a pas le temps de recouvrir ses pieds. Elle s'y rend si vite que le vent du matin n'arrive jamais à la dépasser. Mais le léopard n'est ni poussière des chemins, ni vent du matin, ni garçon du village, et derrière chaque arbre, derrière les feuilles que l'oiseau dérange ou les herbes que la gazelle foule, Naya imagine les crocs acérés d'un félin. Alors, sans traîner, elle allonge encore la foulée. Quand elle arrive chez Maître Yacouba, il travaille depuis l'aube. Sur le sol, il a mis à sécher la terre rouge et sombre qu'on trouve au bord de la rivière et il l'a découpée en forme de briques. Dans quelques jours, des hommes viendront les chercher pour terminer la construction d'un mur du village. Alors, c'est qui crie comme ça? C'est l'agneau qui est là-bas. Naya, te voilà, dit le vieil homme quand il l'aperçoit. Est-ce nouvelle d'importance que tu m'apportes? C'est Dama Baby, souffle la jeune fille qui vient d'arrêter sa course. 2 garçons lui sont nés cette nuit. On leur prédit le plus grand bien. Je m'en doutais, s'exclame le vieillard. Te voyant courir sur le chemin, j'avais deviné qu'événement d'importance piétinait devant ma porte. Ne perdons pas de temps. Viens m'aider. Alors, Maître Yacouba dépose à ses pieds un peu de cette terre rouge et sombre qu'il utilise pour former les briques. Et Naya commence à modeler de ses doigts délicats. Des doigts fins comme les pattes des sauterelles. Des doigts agiles comme ceux des singes. Des doigts capables de donner vie à la terre. Pendant longtemps, c'est Maître Yacouba qui sculpta la terre. C'est lui qui modelait une statuette quand un garçon venait à naître au village. C'est lui qui la remplaçait quand le garçon grandissait et qu'il devenait homme. C'est lui encore qui se chargeait de la retirer si cet homme venait à mourir. Depuis toujours, les enfants du village viennent contempler devant sa maison le spectacle fascinant de toutes les statuettes, à la recherche de celle d'un membre de leur famille ou d'un ami. Parmi eux, un jour, Maître Yacouba remarqua Naya. Elle avait ramassé un peu de terre à laquelle elle avait donné la forme d'un lion. Il était tellement ressemblant qu'on aurait cru qu'il allait se mettre à rugir. Comme les doigts de Maître Yacouba tremblaient de plus en plus fort, c'est elle qui se mit à modeler les figurines. Comme chaque fois que Naya gravit la montagne pour le retrouver, Maître Yacouba
est d'humeur joyeuse. Il aime sa compagnie car sa présence n'est jamais dérangeante et qu'elle est fille délicate. Tout de suite, elle se met à la tâche avec un peu de terre. Elle modèle les figurines des nouveau-nés. Une fois terminées, elle les dépose sur de larges feuilles pour les faire sécher. Puis, elle scrute les autres statuettes. Elle se saisit de celle d'un marchand de mille à l'appétit réputé. Pour qu'elle soit plus ressemblante, elle lui ajoute un ventre gros comme une calebasse. Absorbée par sa tâche, la tête baissée, les sourcils froncés, Naya ne remarque pas que maître Yacouba l'observe à la dérobée. Depuis quelques jours, elle prend grand soin de la statue d'un jeune guerrier. « Naya, quel est ce beau garçon que tu façonnes avec application ?» interroge-t-il avec malice. Comme prise en faute, Naya repose rapidement la statue. Il n'y a que maître Yacouba pour deviner son trouble. Maître Yacouba est l'aigle qui passe haut dans le ciel. Ah, on entend la maman qui appelle le petit. Je vais en profiter pour vous montrer l'autre côté. Hop. Oh, il fait tout noir, vous ne sauriez rien voir. On entend les poules aussi. On va retourner dans la lumière. Hop. Et on retourne avec maître Yacouba et Naya. Ah, et là, je vois une poule qui est en train d'essayer d'accéder au nid. Peut-être elle va passer près de nous aussi. On continue. Une fois rentrée au village, Naya s'occupe de ses frères et sœurs, pendant que sa mère prépare le repas. Avec quelques cailloux et les fourmis qui traversent leur maison, elle leur apprend à compter. Quand ils ont bien travaillé, elle leur chante les chansons que sa grand-mère entonnait le soir pour chasser les bruits de la forêt. Et quand les étoiles s'allument dans le ciel, elle s'endort avec eux sur une paillasse. Dans la nuit, elle est réveillée par les cris des fauves qui profitent de l'obscurité pour chasser. À nouveau, elle ne peut s'empêcher de frissonner en imaginant les crocs du tigre ou les griffes du guépard se refermer sur leur proie. Le sommeil de sa petite sœur aussi semble agité. Elle se tourne en toussant sur sa couche, elle gémit et des larmes coulent le long de ses joues. Naya se rapproche alors et, dans un murmure, elle glisse des rêves colorés dans le sommeil de sa sœur. Ce sont des rêves de grande beauté, des rêves où elle vole au-dessus du village comme si elle était oiseau, où elle se transforme en fleur, où elle devient nuage. Et la nuit s'achève dans le souffle calme et régulier des enfants. Le lendemain, quand Naya arrive chez maître Yacouba, une triste surprise l'attend. La plupart des statuettes sont renversées, certaines sont brisées, d'autres réduites en poussière. Immédiatement, elle veut prendre de la terre et de l'eau, malaxer, réparer, rassembler et redonner forme à tous ces morceaux éparpillés. Mais la tristesse l'envahit et elle reste sans pouvoir bouger, les yeux voilés, cherchant à comprendre pourquoi le malheur s'est acharné sur son travail. Quand elle voit le vieil homme, assis, la tête entre les mains, sa tristesse devient encore plus intense. « Que s'est-il passé ?» l'interroge-t-elle. Maître Yacouba, qui ne l'a pas vu arriver, relève d'abord la tête avec lenteur. Pendant quelques secondes, il ne semble pas la reconnaître. Puis d'un coup, il se redresse, comme pris par la colère. « Mais que fais-tu là, Naya? N'as-tu pas compris ce qui va se passer? C'est guerre qui arrive là-bas. » Et il montre au loin quantité d'hommes qui se dirigent vers le village. Ne reste pas comme l'arbre au bord du chemin, cours avertir les tiens, qu'ils fuient vite et loin, leurs ennemis sont nombreux, et portent avec eux fusils et canons, qui sont des armes redoutables.
Naya descend la montagne à toute vitesse pour rejoindre le village. Mais ses paroles n'y provoquent aucune inquiétude. « De quelle guerre parles-tu » demande le chef du village, agacé d'être dérangé. « Nous sommes en paix avec nos voisins. » Naya essaye d'expliquer. Ses ennemis arrivent en grand nombre et portent des armes terribles. Il faut fuir avant qu'il ne soit trop tard. Fuir ? S'esclaffe le chef. Si des ennemis surviennent, il faudra d'abord qu'ils franchissent le mur qui entoure le village. Et s'ils y parviennent, nous les combattrons. Nos armes sont fortes et nos guerriers puissants. Nos ancêtres nous donneront courage et témérité. Et comme elle insiste encore, il met fin à la discussion. Cela suffit, Naya, guerre est chose sérieuse, chose qui ne concerne que les hommes. Rentre plutôt chez toi et va aider ta mère. Naya court annoncer le danger partout dans le village. Mais à chaque fois, jusque dans son propre foyer, elle ne rencontre qu'indifférence et insouciance. Devant toutes ces réactions, elle commence à douter. Et si maître Yacouba s'était trompé ? Mais elle n'a pas le temps de s'interroger plus longtemps, car on entend le premier coup de canon. La guerre entre au village. Partout, les gens courent, les gens crient. Et pendant que le tambour de guerre résonne, les hommes s'arment d'arcs et de saguets. Puis, à la manière des ancêtres, ils recouvrent leur corps de cendres et de peinture. Naya aperçoit le jeune guerrier, dont elle a modelé la statue ces derniers jours. Il porte un grand bouclier sur lequel est peinte la tête d'un lion. En passant, il lui fait signe, comme pour la rassurer. Mais à la vue des crocs du fauve, Naya ne peut s'empêcher de frissonner. Flèches comme milliers de guêpes et de frelons, balles de fusil comme pluie de feu, boulets de canon comme foudre de pierre. Pendant plusieurs jours, la guerre s'abat sur le village. Elle blesse corps et âmes, hommes et femmes, parents et enfants. Elle s'abat sur les maisons sans distinction, comme la pire des malédictions. Même les plus vieux n'ont souvenir de pareils tonnerres. Et les hommes ont beau se battre avec bravoure et fierté, leurs ennemis n'ont que faire de leurs saguets et de leurs masques de guerre. Ils ne respectent ni chant, ni danse, ni combat. Ils ne respectent ni la nuit pour se reposer, ni la vie des guerriers. Seul compte le sang qu'ils font couler. Après 10 jours de combat, les tirs des ennemis cessent. Partout, on se réjouit. On loue le courage des guerriers. Il y en a même qui inventent des chants victorieux. Mais 10 jours passent encore sans que les ennemis ne lèvent le siège. Ils encerclent toujours le village avec leurs fusils et leurs canons, et la nourriture vient à manquer. Alors, leur émissaire, un homme qui porte moustache et chapeau, vient trouver le chef du village. « Votre défense a été glorieuse, mais elle touche à sa fin. En récompense de la bravoure et du courage de vos guerriers, nous épargnerions vos femmes et vos enfants. Nous leur laisserons aussi toutes les richesses qu'elles pourront emporter quand elles quitteront le village. »« Et les hommes ?» interroge le chef. « Qu'en adviendra-t-il ? Les hommes nous appartiendront. » Puis, il ajoute avant de se retirer, « Demain, quand vos femmes et vos enfants sortiront du village, nous vous ferons prisonniers et nous nous emparerons de tout ce qu'elles n'auront pas pu emporter dans leurs bras ou sur leur dos. Vous avez toute la nuit pour vous préparer et faire vos adieux. »
C'est chagrin et discorde qui se répandent dans le village après les mots du chef ennemi. Certains prétendent qu'il ne faut pas obéir. D'autres réfléchissent au moyen d'emporter le plus de grains de millet. D'autres s'enlacent de peur d'être séparés. Les maris pleurent leurs femmes et leurs enfants. Les enfants leurs pères, les femmes leurs maris. Naya aussi pleure son village et les siens. Elle se dit que demain, quand il faudra les quitter, la seule chose qu'elle pourra emporter sera son chagrin et qu'il pèsera plus lourd qu'un rocher. La dernière nuit. Chacun se blottit contre l'autre pour sentir sa chaleur, encore une fois. Les rêves sont tourmentés, entrecoupés de sanglots. Naya se tourne vers sa sœur pour la réchauffer de ses rêves, car toutes les couleurs ont disparu de sa nuit. Son rêve est envahi de larmes et de sombres pensées, tout comme celui de sa mère. Devant cette douleur, Naya se rapproche de l'une puis de l'autre et souffle à leur oreille un rêve de force et de courage. Une fois que leur sommeil est apaisé, elle sort, sans bruit. Il faut se dépêcher, la nuit va être courte et demain, il sera trop tard. Le malheur aura fait son chemin. En silence, elle se glisse dans le village. À l'oreille de ses cousines et amies, à l'oreille de ses voisines, de toutes les femmes du village, elle souffle le même rêve. Et la nuit redevient calme, comme autrefois. Comme avant que la guerre n'ait pénétré dans le village. Et toutes les femmes font le même rêve. Un rêve de force et de courage. Mais la nuit n'est pas encore terminée. Près du village, Naya entend les bêtes gronder. Sans bruit, elle franchit le mur et détruit les lignes des soldats ennemis. À grandes enjambées, elle se rend chez maître Yacouba. Dès qu'elle arrive, sans perdre un seul instant, Naya plonge ses mains dans la terre sombre et rouge. Elle travaille sans bruit pour ne pas réveiller le vieillard. Elle travaille sans s'arrêter, relevant uniquement la tête pour regarder la course des étoiles et de la lune. Quand sa tâche est achevée, elle reprend le chemin du village. Avant de retrouver les siens, sous la lune qui scintille, elle se lave dans la rivière. Vite, elle s'essuie aux fougères. Vite, elle court à grandes enjambées. Quand elle arrive chez elle, les premières lueurs du soleil apparaissent à l'horizon. Une fois le soleil haut dans le ciel, les guerriers ennemis font sonner trompettes et tambours. Il est temps pour les femmes et les enfants de quitter le village, crie l'homme à chapeau et moustache. Et comme rien ne se passe, il ajoute « Nous avons donné notre parole, il ne leur arrivera rien, ni à leurs enfants, ni à ce qu'elles pourront porter sur leur dos ou dans leurs bras. » Devant le silence du village, il se met à décompter le temps qui reste. 1, 2, 3, 4. À part sa voix, on n'entend plus rien. 5, 6, excepté les mouches qui bourdonnent. 7, 8, le chien qui aboie. 9, un bébé qui pleure.
les portes du village s'ouvrent. Les guerriers ennemis reposent les fusils. Arrive une vieille femme, toute fripée. Elle avance avec beaucoup de difficultés, supportant avec peine la charge qu'elle a sur les épaules. La sueur inonde son visage. Quelques pas encore et là, sous le soleil, les soldats découvrent ce qu'elle porte sur le dos. Ce n'est ni quantité d'or, ni parure, ni trésor, ni grain de millet, ni orge, ni manioc. Non, encore plus vieux qu'elle, et plus fripé, c'est son mari que porte la vieille. Et alors que les marchands d'hommes ne sont pas remis de leur stupeur, suit une autre femme, avec le chef du village sur les épaules, et la mère de Naya, qui porte son père, et sa voisine, à la peine avec son mari qui porte qui fait au moins 2 fois son poids. Et tout le village défile comme ça, entouré d'enfants aussi joyeux qu'un jour de fête. Naya arrive à la fin. Elle porte sur ses épaules le jeune guerrier. Il n'est pas léger, mais pour rien au monde, elle ne faiblirait. Elle est toute à son bonheur. Les femmes du village ont entendu le rêve qu'elle a soufflé cette nuit. Elles ont sauvé les hommes des guerriers ennemis. Et l'émissaire, à moustache fou de rage, piétine son chapeau. En haut, elle vient écouter la fin de l'histoire pour pondre. Et pondre en même temps. En haut, dans la montagne, maître Yacouba regarde avec joie l'armée ennemie disparaître à l'horizon. Puis, il retourne s'asseoir devant sa maison et à nouveau, il s'enivre du spectacle qui l'entoure. À son réveil, il a trouvé toutes les statuettes relevées et réparées, comme si elles n'avaient jamais été endommagées. On reconnaît à nouveau parfaitement les hommes du village, tous modelés avec soin. Mais ce ne sont pas ces magnifiques guerriers que maître Yacouba admire cette fois. Ce qu'il admire, ce sont les statuettes des femmes du village qui ont été ajoutées. Ce regard s'arrête sur une statuette qui surpasse les autres par sa délicatesse et le soin apporté à son modelage. Elle est de grande beauté, posée délicatement tout contre celle du jeune guerrier. Et ce n'est pas un hasard, mais ça, seul maître Yacouba le sait. Maître Yacouba est l'aigle qui passe haut dans le ciel. Maintenant que l'histoire Naya ou la messagère de la nuit est terminée, la poule va pouvoir pondre son œuf là où elle adore le faire, près des moutons. Et donc moi je vais descendre tout doucement pour ne pas perturber l'ordre qui s'est établi ici, en vous souhaitant une bonne année 2022, en vous souhaitant le meilleur de vous pour cette nouvelle année et une très bonne journée en direct de la bergerie de la ferme du Haya. À bientôt.